vous écrivez, si par ailleurs vous êtes traducteur, il est évident que ce que vous avez traduit, donc lu, exerce une influence, ne serait-ce qu'au niveau de l'admiration. Donc la seule chose dont il faut se méfier, c'est le mimétisme et ne pas se mettre à écrire comme ce qu'on traduit. Mais je ne suis pas sûr que ça soit typique forcément du traducteur. Je pense que ça peut venir de chaque écrivain. C'est-à-dire qu'effectivement, vous prenez un écrivain, s'il lit pendant 6 mois Proust, quand il va se mettre à écrire, il a intérêt à faire aussi quelques exercices d'échauffement parce que, je veux dire, même un lecteur qui lirait 300 pages de Proust à la suite, il écrit à sa grand-mère, croyez-moi, ça commence vite à l'éteindre. Donc c'est juste je crois que la question des influences, elle n'est pas uniquement de ce qu'on traduit, mais de tout ce qui nous entoure. Et quand c'est fait forcément à haute dose, donc c'est plus intensif quand on est traducteur, mais ça l'est aussi quand on est lecteur, on doit se méfier de ce mimétisme et ne garder plutôt que l'énergie qu'il y a là-dedans et surtout la complexité, parce que pour moi écrire, c'est justement complexifier les choses, non pas les rendre complexes et impénétrables et incompréhensibles, mais ne jamais aller vers une forme on va dire de simplicité que des fois on fait passer pour une ligne sèche, pure, etc. Alors que souvent c'est complètement pauvre. Et vous différemment pour vous maintenant? Moi, c'est compliqué de comparer parce que bon, il se trouve que de toute façon les Américains, par une tradition assez étrange, sont portés comme ça à faire des livres un peu monstrueux qui peuvent facilement excéder 1000 pages. Après, personnellement, moi, quand je me lance dans un projet, je me dis pas je vais y passer que 6 mois ou je vais y passer 4 ans, il fera 100 pages, je sais pas, je pense que c'est chaque projet, au bout d'un moment, impose ses dimensions, voilà, il grandit, puis évidemment il fait comprendre que il faut il aura atteint son équilibre à un certain moment. Maintenant, il y a aussi ce fait évident, je pense, qui est un fantasme d'écrivain, c'est le fantasme d'écrire un livre gros, parce qu'il a peut-être aussi l'impression que parce qu'il fait un gros livre, il fait un livre-monde, alors qu'il y a quand même un paquet de gros livres qui sont tous sauf des livres-mondes. Mais là, je pense que c'est juste un fantasme qui vient de alors peut-être ça rejoint ce qu'on disait au début, de la monstruosité, etc. Alors que bon, 500 pages, franchement, on est quand même loin d'être dans le monstrueux. Mais effectivement, on pourrait décrire un monde entier, je pense, de façon aussi passionnante, intéressante, en 150 pages. Enfin bon, j'ai pas de titre qui me viennent en tête, mais bien sûr que ça existe. Donc cette histoire de la dimension des livres, moi la seule chose qui me plaît dans les livres qui sont un peu longs, c'est qu'ils ont l'air d'être, par le temps que ça exige du lecteur et du temps réel, c'est une espèce de défi à tout ce qu'on vit tous les jours. Et qui, au bout d'un moment, on se dit, bon il faut trouver ce temps-là, et donc c'est un véritable défi, parce qu'on est, c'est bête à dire, mais éparpillé en permanence par plein de petites choses à papillonner. Et donc le livre est encore quelque chose qui vient rappeler comme ça, de façon un peu bébête et mastodonte, ce que c'est que de prendre du temps. Donc c'est-à-dire qu'il faut s'abstraire à un moment du courant des choses pour se poser et lire. Alors, est-ce que vous allez... Je suis Ose. À tout le moins sa répercussion dans la grotte de la colère, sa virulence faite farce. On ne mourra pas au sentiment ni à la flatterie. Les mythes sont créés pour être disséqués et réduits en une pulpe suffisamment fluide pour servir d'encre au plus balourd des poulpes. La MGM a cru bon et profitable d'adapter à l'écran le roman de Bohm. Soit. Let's shoot the Wizard of Oz. Mais vais-je me soucier outre mesure d'une adaptation, d'une énième adaptation? Allons donc, nous ne sommes de toute façon entrés dans le siècle des adaptations. Les formes ne nous évoquent plus que des formes, nous quittons telle coquille pour nous réfugier dans telle carapace. Les larves migrent, les peaux muent. Mais l'armature, la grille, le squelette persistent. Et ce sont encore les charniers qui connaissent les meilleures, les plus fidèles, les plus ambitieuses adaptations. Ce sont les ghettos dont on favorise la reproduction avec le plus d'enthousiasme. Un grand renfort de barbelés toujours plus illisibles.
les immenses parcs à thème de la souffrance, avec pour objectif la concentration de tous les camps en un seul, l'ultime zoo de la douleur humaine, sans cesse mis en scène au prix d'infinies répétitions, chaque échec consommant le succès prochain, les figurants toujours plus nombreux, toujours plus rampants, écrasés sous la fanfare des accessoires, fièvre, virus, microbes, coups. Le corps adaptant la mort, l'esprit adaptant la nuit, la viande adaptant la viande, le cri adaptant le silence, le scalpel adaptant le progrès, la cruauté adaptant jusqu'au geste lui-même, n'importe quel geste, sans le moindre remords, mais avec la détreinte des avions, des chars, des pelles, des grenades, des signatures apposées là où il faut, l'exact dosage de oui pour pallier la dégénérescence du non, l'air saturé par le gaz et le plein par le rien, jusqu'à ce que le vide, enfin, s'amuse à adapter le vide. Pour la plus grande édification des miroirs et des abîmes et des regards privés de regard, et ceux dans les siècles des siècles, qui tous sont et seront brassés dans la même et sempiternelle tranchée mentale, creusée selon des règles strictes, toute la cavalerie des horreurs engendrée par cet immense boyau métamorphique qu'aucune boue ne saurait obstruer, qu'aucun cadavre ne saurait dénigrer. Ce filon creux, bouilleux, vicieux, qui ne fait même plus enrager la panse déraquée quand sonne le clairon où jaillit la fusée éclairante. Ce couloir, ce tunnel, se conduit à enfiler aveugle sous couvert d'adaptation du dernier souffle, et qui donne, les dents passées, les dents cassées, sur le cauchemar qu'est la voix. La dernière voix qui dira « Non, je ne savais pas. Non, je n'étais pas là », puis sera reprise dans l'étau de la conscience et repue crèvera. Merci. Alors, il nous reste un peu de temps. Donc, vous avez vu qu'on a fait... voilà, peut-être beaucoup du lecteur, mais je pense que ça vient justement d'une conception que je me fais du lecteur, à savoir que déjà j'essaie de ne pas me faire de conception du lecteur, de ne pas avoir de présupposés sur sa résistance, ses compétences, mais plutôt de miser sur le fait que le livre sera suffisamment tenu, organique et musical pour que le lecteur, en avançant, finisse par apprendre la langue de ces livres, finisse par être à l'aise, ou bousculé, ou gêné, ou enchanté, que sais-je, et qu'effectivement, peut-être passer à un premier stade d'inquiétante étrangeté, il y a quand même un moment où le lecteur, enfin, je suis content si effectivement il y a l'idée de gratification, prend plaisir à la langue, c'est-à-dire que la langue, elle va passer de mon corps au sien, et même si j'ai l'air d'être exigeant avec le lecteur, je cherche, mais très intensément, à lui donner quand même, à lui transmettre en tout cas ce plaisir de la langue, et un plaisir physique de la diction, du rythme, voilà, enfin bon, ce que tout écrivain, je pense, cherche à faire, mais c'est-à-dire que j'aimerais que voilà, lire, ça soit une expérience physique. Alors, j'attends pas forcément que le lecteur se mette tout nu et court dans les champs en braillant à voix haute mon texte, mais pourquoi pas. On pourrait essayer, là, pas au petit palais, mais en tout cas, cette idée que j'aime bien que ça l'habite un moment, et que au-delà de ce qui est écrit comme ça, noir sur blanc, et qui est au niveau du plan, que les choses deviennent fortes et soient ressenties comme des affects, et plus seulement comme une expérience de lecture. Mais c'est illusoire. Arcueil Cachan.